Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste française, responsable du service politique de France 2 et ce très joli livre sur ce pacte amoureux. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Clémenceau, son dernier amour, ses derniers combats aux éditions de l'Observatoire. Oui, et c'est pas un énième livre sur Clémenceau. Il y en a eu énormément. Françoise Giroud, Vinogre, enfin bon, bref, on va pas revenir sur tous ces livres. Mais là, on découvre un père de la victoire, un tigre différemment dans cette relation en fait très proche. Et vous allez nous raconter, parce que vous avez retrouvé des lettres de cette Marguerite qui a bien existé. Ah oui, totalement. Tout est vrai, historiquement, sauf le journal de Marguerite que j'étais obligée d'inventer d'une certaine manière à partir d'un certain nombre d'éléments, parce que je n'étais pas avec eux et qu'elle a demandé à Clémenceau de brûler les lettres qu'elle lui a envoyées. Oui, c'est ça. Avant de découvrir tout ça, justement, ces lettres enflammées et tout, peut-être un mot sur Clémenceau. Il y a quelques années, beaucoup de nos politiques que vous connaissez bien se revendiquaient de son image, Clémenceau, etc. Il a un peu disparu du paysage. Moi, je me souviens de Manuel Valls, notamment, qui s'appuyait beaucoup sur lui. Alors que plus que jamais, finalement, il coche beaucoup de cases des problématiques actuelles. Il a eu des périodes, des hauts et des bas. Il a eu plutôt une période de bas dans l'après-guerre, si j'ose dire, de la guerre de 40, à part de Gaulle, parce qu'il était considéré pour la gauche comme quelqu'un, un briseur de grève, comme quelqu'un de droite, en fait. Donc il était mal vu parce que c'était celui qui avait fait tirer sur les ouvriers, qui préférait l'ordre, et tout son penchant et tout son côté de gauche ou social, c'est-à-dire qu'il était anticolonialiste, pour l'abolition, contre la peine de mort, il était pour le droit de vote des Noirs. Tout ce côté-là avait été complètement oublié. Et après, donc c'était plutôt quelqu'un bien aimé par la droite. Et puis il a reconnu une certaine forme de, d'affection de la part des Français et des politiques, parce que c'est un homme d'État. Enfin, il a incarné, il a été capable de gagner la guerre. Il est arrivé en 17 au moment qui était absolument le pire, quand personne honnêtement voulait être président du Conseil. Et maintenant, il connaît une certaine forme de splendeur. Et effectivement, il y a Emmanuel Valls, mais maintenant même Emmanuel Macron, il fait référence. La droite pas aussi. Énormément quand même. Alors un tout petit peu dans la période de Covid, quand il dit je fais la guerre. Oui, voilà, c'est ça. Quand il dit il faut faire bloc, quand il dit c'est ça. Bon, c'est des éléments de langage. Mais le côté costaud, je tiens dans les épreuves, c'est quelque chose qui plaît plutôt maintenant, aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, c'est vrai. Alors on va parler de Marguerite, mais d'une façon générale, comment était-il aussi avec les femmes? Son regard, les attitudes avec les femmes. Il était contre le vote des femmes. Il était, je pense, profondément misogyne. Il aimait les femmes jolies, fines, délicates, drôles. Un peu Marguerite. Oui, mais drôle, mais pas trop, enfin pas trop encombrante. Qu'il ne fasse pas d'ombre. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il considérait il dit à plusieurs fois qu'il n'aurait jamais pu comprendre qu'une femme soit médecin, parce que la femme incarne normalement la douceur. Dès qu'une femme est un peu suffragette, il considère qu'elle ressemble à une femme à barbe. Donc misogyne. Et contre le vote, Et contre le vote des droits de vote des femmes. Alors ça, il donne une raison en disant qu'il considère que les femmes votent comme leur confesseur ou comme le curé, et que comme il est très laïcard, donner le droit de vote aux femmes, c'est en gros donner à l'Église la possibilité de peser sur les élections. C'est un argument qui a souvent été utilisé dans l'entre-deux-guerres. Je pense qu'il est un homme de son époque, et puis que c'est une sorte de macho, mais... puisque quand même je l'adore, à sa décharge, c'est quelqu'un qui est galant avec les femmes, qui est un gentleman quand même, sauf avec sa propre femme, et qui est tellement drôle et tellement fin et tellement amusant que finalement Marguerite se laisse prendre par ça. Beaucoup d'égards. Il est tout sauf ennuyeux, et c'est quand même une vertu qui est assez... intéressante. Alors, je pensais que vous alliez dire rare chez les hommes. C'est assez intéressant parce que finalement, il y a plus de 600 lettres. Il a envoyé plus de 600 lettres, mais il n'y a pas de retour en fait. Vous l'avez dit, on a brûlé les. Elle a demandé de brûler. Et parce qu'elle était mariée. Elle était mariée, elle était d'un milieu bourgeois, elle était d'origine protestante, et je pense que même si à cette époque, dans son milieu, on avait les idées un peu larges, l'idée qu'elle puisse, que sa correspondance puisse être vue un jour, c'est quelque chose qui. Elle insiste quand elle lui dit plusieurs fois, est-ce que vous avez bien brûlé? On le sait parce qu'il lui répond, mais ne vous inquiétez pas madame, j'ai bien fait ce que vous voulez. Bon, c'est quand même 1 million, on veut pas étaler une forme de, c'est pas une liaison, c'est quelque chose de plus compliqué. Parce qu'on ne sait pas si c'est consommé ou pas finalement. On ne sait pas jusqu'où c'est consommé. J'aurais tendance moi à croire que ça ne l'est pas totalement. Parce que je vous embrasse, il y a des bisous, mais bon, il y a des étreintes. Il y a des choses plus chaudes que ça, quand il lui dit mon petit intérieur brûle, c'est une fournaise, je suis le feu dans la glace.
des choses qui sont un petit peu plus explicites. Il était quand même âgé hein, pour cette relation. C'est un peu ça le sujet. Non mais c'est vrai. Ça le problème. Et ce qui explique d'ailleurs le titre, parce que pour que les auditeurs comprennent bien, je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Alors il faut expliquer en fait ce titre. Alors, absolument. Un jour, Marguerite, qui a perdu une fille dans des circonstances tragiques et qui est donc totalement désespérée, qui est une femme efflanquée, un peu fatiguée, décide de travailler. Enfin, c'est son entourage qui lui trouve un travail chez Plon pour qu'elle puisse revivre ou survivre. Et elle demande un rendez-vous à Clémenceau. Elle ne le connaît pas pour qu'il lui fasse un livre pour sa collection. Il accepte. Il accepte. Ouais. Il accepte de la recevoir. Ouais. Et puis elle lui demande de faire un bouquin pour les jeunes sur Lincoln. Alors il fait comme d'habitude, il est jamais content. Donc il lui dit non, Lincoln, je l'ai pas connu. Alors il dit je vais faire Démosthène. C'est quoi elle a envie de lui répondre Démosthène. C'est sûr qu'il l'a fréquemment vu. Et à partir de là, il trouve qu'elle a quelque chose. Donc il lui demande de venir. Et quand il la revoit la deuxième fois, il lui dit mais madame, quel est le deuil que vous portez? Parce que à cette époque, quand on était en deuil, on le portait un certain temps. Et elle lui raconte l'histoire de la mort de sa fille. Pas tout dévoilé. Non, pas tout dévoilé, mais bon, oui. Il lui dit donnez-moi votre main, prenez la mienne, je vous aiderai à vivre, à revivre, et vous m'aiderez à mourir, parce qu'il y a 40 ans d'écart entre deux, que c'est probablement son dernier feu, son dernier amour, son dernier je ne sais pas quoi, sa dernière flamboyance, et qu'il est obsédé par le temps qui passe. Il se sent rajeunir grâce à elle, elle se sent revivre grâce à lui, et c'est grâce à ça que pendant 6 ans, ils vont s'épauler, tout en s'engueulant, pour parler vulgairement, assez fréquemment, mais plutôt lui l'engueule que elle, parce qu'elle est plutôt d'une nature placide et douce, et que lui, il est infernal. Terreur. Oui, mais voilà. Donc après, il lui écrit des horreurs, il s'excuse le lendemain, dès qu'elle lui écrit pas le lundi, il gueule le mardi. Enfin, il est infernal. Mais elle, d'après ce que j'ai vu, parce que j'ai travaillé avec ses petits-enfants, pour pouvoir avoir des éléments, elle revit, et le père de Marguerite dit à Clémenceau, vous nous avez rendu ma fille. C'est-à-dire que grâce à l'amour de Clémenceau, ou la passion, Marguerite sort de sa dépression. C'est une résurrection pour les deux, de toute façon. Absolument. Oui. Et on reviendra dans un instant, hein, on expliquera qu'il finalement, il en veut à la terre entière, hein, aux ministres, aux fonctionnaires, voilà. Oui, mais ça le maintient en vie. Oui, c'est ça. Restez avec nous et vos appels 0826 300 300. Nathalie Saint-Cric est avec nous. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir, aux éditions de l'Observatoire. À tout de suite. 9h31, Nathalie Saint-Cric est avec nous. Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. Ce joli pacte d'amour aux éditions de l'Observatoire. Je le disais tout à l'heure, finalement, Georges Clémenceau en voulait à tout le monde. Il en voulait aux ministres avec des phrases chocs, il en voulait aux fonctionnaires avec des phrases chocs. Je ne sais pas si c'est qu'il en voulait, mais il ne résistait pas à faire des bons mots. C'est vrai que sur les fonctionnaires, il y en a eu d'autres, hein, mais j'ai sélectionné celle qui était un peu moins connue. Quand il arrive au ministère de l'Intérieur, il fait apposer sur une porte un petit papier en disant messieurs les fonctionnaires sont priés de ne pas partir avant d'être arrivés. Donc voilà, mais c'est vrai que le côté anti-fonctionnaire ça marche toujours. Et puis après il avait dit également les fonctionnaires sont de très bons maris, ils rentrent tôt à la maison le soir et ils ont déjà lu le journal. Voilà, donc ça c'était, mais il faut dire qu'il était assez tyrannique, parce que par exemple avec le monsieur qui lui fait faire du sport le matin, on dirait un coach aujourd'hui. Ah oui, non, mais c'est un coach. Mais ça c'est incroyable, ça. Le roi, modernité. Le roi il l'engueule encore parce que le roi veut juste dormir le dimanche. Donc lui, il voudrait faire du sport tous les jours, et il considère que les gens qui traînent au lit, c'est juste des gens totalement étranges. Donc il était effectivement dur avec les fonctionnaires, et puis alors il s'est payé toute la classe politique. Voilà. Quand Félix Faure meurt, il dit en entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Bon, c'est pas absolument nécessaire de dire des choses pareilles. Ils avaient surnommé Gambetta, Gros Bêta. Enfin, ça n'arrêtait pas. Et c'est pour ça que je pense un certain nombre de politiques lui ont fait payer, même si c'était fort drôle. Voilà. C'est Nathalie Saint-Cric, ces dernières années de sa vie, donc finalement c'est une passion, Marguerite, c'est ce qui lui permet peut-être de vivre, ce qu'on perçoit à travers dans votre écriture, c'est-à-dire que même quand il va, donc parce qu'il passe sa vie entre son appartement Franklin à Paris dans le 16e arrondissement et sa petite maison en Vendée, à Jars-sur-Mer, sa bicoque, c'est pas mieux qu'une bicoque. Mais entre les Sables d'Olonne et La Rochelle
pour ceux qui ne connaissent pas, grosso modo, c'est là. Et face à la mer, c'est une toute petite maison. Et il attend Marguerite pour qu'elle vienne là-bas, quoi. Oui, il l'attend, il passe son temps à l'attendre. Il l'attend à Paris, il l'attend à Jars, il attend les lettres. Et il est impatient, c'est-à-dire qu'il passe son temps à lui demander à quelle heure, si par hasard. Elle a quand même 3 enfants. Ouais. Et quelquefois. Oui, parce qu'elle reste mariée. Elle reste mariée, même si le couple est, comment dire, non pas bas de l'aile, parce que c'est vulgaire comme expression, mais ils sont plus tellement ensemble depuis justement le drame qui les a frappés tous les deux. De la fille perdue. Donc elle vient parfois seule à Saint-Vincent, parfois avec ses enfants, mais il préfère quand elle vient seule. Et effectivement, il passe son temps à lui dire, mais si elle arrive trop tard, il n'est pas content. Si elle lui il regarde les trains, les horaires de train. Ouais. Mais c'est incroyable ce qu'il lui envoie comme lettre. On dirait un gamin parfois. C'est-à-dire qu'il se préoccupe de tout, lui disant, est-ce que votre malle va tenir dans la voiture? Si vous arrivez avec le 6h57, faites attention, on ne pourra pas de panier, vous ne pourrez pas manger. Je vous conseille d'arriver au Sable d'Olonne plutôt qu'à la Roche-sur-Yon. Oui, c'est incroyable. On a l'impression que c'est qu'il se noie dans des détails. Et effectivement, ça tranche avec le côté. Juste, le il père a gagné la victoire, la guerre. l'homme qui a inventé les brigades probablement des pendant tigres. la guerre Ouais. que de gérer ça. Et elle, finalement, elle est heureuse parce qu'on s'intéresse à elle. Ouais. Et en plus, c'est pas n'importe qui, parce qu'à l'époque, il faut se remettre dans le contexte. C'est quand même une sorte d'idole pour tout le monde, et être courtisé par une idole, c'est quand même assez flatteur. Sur des grands sujets comme la laïcité, alors lui, il était athée et vraiment très radical. Est-ce que, à l'époque, c'est en plus séparation des pouvoirs 1905, est-ce qu'aujourd'hui, il aurait combattu l'islamo-gauchisme, par exemple? Sans aucun doute. Enfin, peut-être je vais trop loin, mais évidemment. D'abord parce qu'il était effectivement athée et laïcard. Alors laïcard, c'est péjoratif, donc il ne faut probablement pas employer ce mot-là, et j'ai sans doute eu tort de l'employer une fois dans le livre, mais il l'a été avec constance et jusqu'au bout. C'est-à-dire, il n'a pas fait partie de ces gens qui se sont battus et qui, à la fin de leur jour, pour des raisons, comme il dit, il le dit plusieurs fois en disant que c'est sur ceux qui ont peur de la mort, donc il sera fidèle. Il respecte quand même, c'est-à-dire que tous ses amis, tous les gens autour d'eux qui croient, il va aux enterrements, mais il reste sur le seuil de l'église, il ira jusqu'au bout. Je pense qu'effectivement, sur l'islamo-gauchisme, il aurait été extrêmement virulent. Et que c'est en ce sens que si Valls, quand Valls... fait référence à lui, bien sûr, pour construire son personnage. Absolument, il y a des proximités et les fameuses deux gauches irréconciliables dont Manuel Valls avait parlé. Ou Cazeneuve, absolument. C'est plutôt, effectivement, je pense que là-dessus... Alors c'est toujours dangereux de faire parler les morts, mais enfin, non, mais c'est vrai, mais il y a besoin de références historiques, surtout en cette période, évidemment, où on parle d'énormément de choses, des statuts, des personnages. Je veux dire une chose, il n'aurait pas supporté qu'on n'ait pas le droit de débattre de tout. C'est-à-dire que quand on voit un certain nombre de choses dans les IEP ou dans un certain nombre de facs où on n'a pas le droit de dire ce que, on n'a pas le droit de penser que, je pense qu'il aurait été pour la liberté d'expression, et qu'accessoirement on lui aurait pas envoyé à la figure qu'il n'était pas habilité, vu ses prises de position sur la colonisation, sur le droit de vote des Noirs. Et c'est vrai qu'à l'Assemblée nationale, ça parlait très crûment à l'époque. Quand on pense que c'est violent aujourd'hui, voilà, on ne voit pas, parce qu'il y a eu des choses absolument, des scènes terribles. Mais on devait aussi beaucoup plus s'amuser. 0826 300 300 avec Frédéric qui nous appelle de Paris. Bonjour Frédéric, bienvenue. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour tout le monde et aux auditeurs. Bonjour Madame Sacré. Bonjour, monsieur. Quelle question ou réaction en entendant donc justement Nathalie Saint-Cric parler de Clémenceau et des références politiques peut-être aussi actuelles aujourd'hui, ou de son histoire? Moi je ne peux que bien sûr approuver totalement ce qu'elle a écrit dans son livre. Clémenceau, il est la suite d'une lignée de grands hommes. On peut partir de François Ier, mais il y en a eu bien avant. Il y a eu Louis XIII, Louis XIV, il y a eu Napoléon. Clémenceau, et comme De Gaulle après, ce sont des gens qui sont de caractère extraordinaire, d'une force mentale extraordinaire, et je crois que c'est aussi pour ça qu'ils ont des amours parfois extraordinaires, qui sentent la France, qui ont une vision de la France. C'est ce qu'on garde bien sûr de Clémenceau, celui qui en 1917 va remettre du courage, va remettre de l'espoir, parce qu'il va aller jusqu'au bout. C'est un jusqu'au boutiste, comme tous ces gens
extrêmement puissants en termes de vision qu'ils peuvent avoir de la nation française. D'ailleurs, son combat pour la laïcité s'inscrit complètement là-dedans. Donc, je suis très heureux que Nathalie Saint-Cricq nous remette en avant cet homme par, c'est vrai, une entrée originale. Oui. Je crois qu'il n'avait jamais dû être traité. C'est vrai, cet amour quasiment absolu, mais il est beau, il est final et c'est extraordinaire, et ça ne peut être qu'avec des hommes comme Clémenceau, quasiment. Oui, c'est vrai que c'est un bel hommage à votre livre et surtout la façon de traiter Clémenceau aujourd'hui. Oui. Merci Frédéric. Et puis vous verrez, ou vous ne verrez pas, mais il y a plein de choses sur qui sont plus légères, c'est-à-dire que quand par exemple il prend en grippe les académiciens en disant c'est des vieux messieurs qui sont assis avec leur épée entre les jambes quoi, pour toute virilité. Bon, encore une fois, il se paie des académiciens, mais il y a plein de choses, il y a d'autres choses. Avec des Chanel aussi. Avec des Chanel, oui, mais des Chanel, quand il le coupe à l'Assemblée, quand l'autre lui... Parce qu'il aimait bien la langue française. Donc, y compris avec Marguerite, quand elle avait le malheur de... Elle n'en faisait pas de faute, mais même de temps en temps, il lui avait dit que les crevettes, c'était des poissons. Il lui avait répliqué que les crevettes n'étaient pas des poissons. Et un mot est un mot pour lui. Un mot, exactement. Et quand Deschanel, donc il était connu pour... C'était le roi des interruptions de séance. Vous étiez à l'Assemblée en train de faire votre discours et il y avait le Clémenceau qui se levait pour vous empoisonner. Et un jour, Deschanel avait dit il faut solutionner cette question. Et Clémenceau s'était levé en disant mais bien, nous allons nous en occupationner. Effectivement, il avait fait rire tout le monde. Et le Deschanel, évidemment, n'était pas très content vu qu'il faisait toujours rire au détriment de quelqu'un. Mais on l'oublie bien souvent, d'ailleurs, en regardant sa vie et son parcours, où on s'arrête au Père la Victoire, à l'homme politique, mais c'était avant tout un homme de lettres. C'était un journaliste. Et vous le redites à l'intérieur, il y a plusieurs passages où le matin, il lui fallait les journaux, il fallait sa revue de presse, ces dernières années. Quoi. Mais tout le temps, il a eu plusieurs vies en fait. Il a été médecin, parce que c'est sa formation initiale, et médecin de campagne, puisqu'il était en Vendée, puis médecin des pauvres quand il était à la butte Montmartre, c'est-à-dire qu'il avait une espèce de petit cabinet, de petit dispensaire. Alors on est plus ou moins d'accord sur ses qualités de médecin. Ça, j'ai pas réussi à trouver des archives qui soient totalement fiables. Et puis effectivement, journaliste, tous les soirs, il allait signer ses éditos et vérifier, et il a passé son temps à faire ça. Et même quand il a été président de la commission de la défense au Sénat et de la commission des affaires étrangères, il continuait à écrire. Il avait un journal qui s'appelait L'Homme Libre, qui a été censuré pendant la guerre de 14, parce que accusé de démoraliser les troupes. Et comme c'était une espèce de chameau, il a continué à publier son journal qu'il avait rebaptisé L'Homme Enchaîné, puisque c'était plus L'Homme Libre. Il laissait des passages blancs dans son journal, c'était les articles censurés, et il les envoyait par la poste à 2000 personnes, ce qui devait coûter une certaine somme. Donc tous les parlementaires, tous les abonnés, un certain nombre de personnes recevaient ces éditos où ils se payaient sans interruption le pouvoir en place pendant la guerre. C'est ça, et il y a des gens dans le pouvoir actuel, ce gouvernement, mais les autres également, qui devraient regarder un petit peu justement ces leçons du passé, parce qu'ils n'aiment pas la contestation, etc., la remise en cause. Et quand on regarde Clémenceau, lui ne voulait pas de mal à la France, quoi, mais non, mais il était... D'abord, quand on trouve aujourd'hui que la vie politique est violente, c'est ce qu'on se disait avec Cécile tout à l'heure, elle était infiniment plus violente, parce qu'imaginez, pendant la guerre de 14, que vous avez le Parlement qui siège sans interruption et qui doit rendre des comptes. C'est-à-dire, après le chemin des dames, on demande des comptes à Clémenceau en disant, voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est mal anticipé. Donc, il y a une vraie vie politique très, très, très intense à l'Assemblée. Donc, c'est quand même autre chose. Et imaginez quand même que vous avez un président de commission qui, toute la journée, fait... c'est-à-dire Clémenceau en l'occurrence, qui fait des éditoriaux en disant que les conditions d'évacuation sanitaire des blessés sont lamentables. Donc vous avez vraiment quelque chose d'assez tonique. Alors simplement, pour pas être simplement dans le c'était mieux avant. Non. C'était mieux avant. Ce que je veux dire, c'est que ça existait, la contestation, la critique. Mais imaginons quand même. Aujourd'hui, avec les chaînes d'infos permanentes et continues, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on peut connaître de moderne et sans doute bien, je pense que Clémenceau n'aurait pas fait long feu, parce qu'il aurait été... Je ne parle même pas de ses aspects misogynes ou de ses petites phrases méchantes, mais on aurait demandé sa démission. Homophobe, pas, voilà.
ça aurait pas tenu. Ces petites phrases, et les fameuses petites phrases qu'on extrait bien souvent d'un discours, etc. Là, Elles lui font aurait rire, été elles sont quand même préjudiciable. violentes. On n'aurait pas, enfin, il n'aurait pas pu durer. Oui. Donc c'est pour ça aussi que, comme le monsieur qui était au téléphone tout à l'heure, qui avait Frédéric, oui. manifestement comme moi la nostalgie des grands hommes, il faut dire que De Gaulle avait une vraie passion pour Clémenceau. Hein. Et d'ailleurs, il y fait référence dans un discours le 11 novembre 1941 qu'il fait à Londres, en disant que tant que les Allemands seront sur le sol de France, il sait que Clémenceau ne pourra pas dormir enfoui dans sa tombe vendéenne. Et il viendra, après la libération, il viendra sur la tombe de Gaulle, et très fréquemment, il lui fera référence. C'est La quelqu'un tombe de Clémenceau. Ah, pardon, la tombe de Clémenceau. Clémenceau. Oui. C'est quelqu'un qui aimait l'ordre. Il aimait le désordre quand il était jeune. Et il déteste l'insurrection. Ça veut dire que ce qui s'est passé, par exemple, chez nous, à l'Arc des Triomphes, pendant la période des Gilets jaunes, ça aurait été pour lui inacceptable. Ah oui. Inacceptable. Absolument, absolument. Il était de gauche au sens... était radical, extrême gauche à l'époque. Mais quand il a été au pouvoir, même il est arrivé assez tard, 65 ans, il ne supportait pas les foules faisant n'importe quoi. Il soutenait le droit de grève, mais pas qu'on empêche les gens qui voulaient travailler de pouvoir travailler. Il a toujours eu aussi un côté très individualiste. Et il a peur des mouvements de masse. Et ça joue dans les deux sens. Ça joue dans le sens où, quand il y a des espèces de manifestations à son époque, il préfère l'ordre. Et ça joue aussi quand il voit une première exécution capitale. Il voit des gens, il y a des foules assoiffées de sang, dit-il, qui vont aller voir une exécution à guillotine. Et il trouve que ces mouvements de masse lui font peur. Donc il aime quand même par-dessus tout l'ordre. Et puis quand on voit puisque vous faites référence aux Gilets jaunes et à l'Arc de Triomphe, il est dans la symbolique tout le temps. Il aime beaucoup le symbole. Il se fait enterrer avec un petit bouquet que les poilus lui ont donné au front, qui est un petit bouquet tout sec, pas très joli. Mais pour quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et qui est athée, il a une révérence pour la puissance des symboles, pour la Révolution, pour un certain nombre de choses. Donc on ne peut pas imaginer qu'il n'ait pas pris une crise s'il avait vu ça à la télévision ou en vrai. Bon, c'est un autre Clémenceau, en tout cas, qu'on découvre dans votre livre. Hein. Beaucoup plus, j'allais dire, tendre. La tendresse de Clémenceau, Ah ouais, en quelque sorte. il a basculé. Non, mais à travers son histoire et sa relation avec cette Marguerite, hein, donc cette femme bourgeoise qui va se retrouver dans cette petite maison en Vendée, où c'est vrai, vous y faisiez référence tout à l'heure, il n'y a pas forcément le confort sanitaire, quoi. Ah non, il faut y être allé. Elle avait une grande maison dans les Vosges. Faut avoir envie. Avec une salle de bain, avec C'était un luxe à l'époque. Hein, c'était un luxe avec un certain nombre de commodités. Quand elle va là-bas, alors faut dire, il n'y a pas d'électricité. Il aura l'électricité qu'en 27. Enfin, c'est normal. Quand il a son frigo en 27 ou 28, il est complètement en extase parce qu'il n'a jamais vu ça. Donc, il est comme un... Enfin, j'y étais pas, mais j'imagine... C'est extrêmement rudimentaire. Voilà. Ouais. Et il n'y a pas de baignoire, quoi. Et quand on lui dit... Quelqu'un lui dit... Il y a la mer. Ou la salle de bain. Il dit, la salle de bain, elle est là. Et c'est la mer. Mais quand on sait qu'il n'aimait pas se baigner... Bon, je pense que c'était autre chose. Un seau d'eau et voilà, ça faisait la différence. Merci Nathalie Saint-Cric, je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. C'est un récit formidable, Clémenceau, son dernier amour, ses derniers combats, aux éditions de l'Observatoire.